Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 22 août 2014, les principaux titres du journal. Le nouveau gouvernement, sa formation a été rendue publique hier soir, un nouveau gouvernement qui comprend 27 membres, dont plus de 2 tiers des membres de l'ancien gouvernement, 7 nouveaux, également 7 femmes. Une session clôturée, celle organisée par le programme de lutte contre la pauvreté dans des milieux ruraux, une session de formation de quelques jours à Nouakchott. Et puis l'évolution d'Ebola en Afrique de l'Ouest, des cas ont été découverts pour la première fois dans le sud-est du Libéria, la seule région qui était épargnée jusqu'ici de ce pays. Voilà donc le premier gouvernement du second mandat présidentiel du président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce nouveau gouvernement vient d'être formé. Il est composé de 27 membres, dont une vingtaine de l'ancien qui appartiennent à l'ancien gouvernement, 7 nouveaux, mais aussi 7 femmes. Alors voici la composition de ce nouveau gouvernement. Ministre de la Justice, Sidi Ould Zeine, ancien. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Tegedi, ancien. Ministre de la Défense nationale, Ba Amadou Batia, ancien. Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rare, ancien. Ministre des Affaires économiques et du développement, Sidi Ould Ta, ancien. Ministre des Finances, Thiam Diombar, ancien. Ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud, nouveau. Ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Ould Khouna, ancien. Ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, Sayyidina Ali Ould Mohamed Khouna, ancien. Ministre de la santé, Ahmed Ould Haddamin Ould Jelvoun, ancien. Ministre des pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Shrouqa, ancien. Ministre du commerce, de l'industrie, du tourisme, Naham Thamdi Ould Moknas, ancienne. Ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Ismail Ould Sadr, nouveau. Ministre de l'agriculture, Ibrahim Ould Mbarak Ould Mohamed El Mukhtar, ancien. Ministre de l'élevage, Dr Fatma Habib, ancienne, mais le ministère est nouveau. Ministre de l'équipement et des transports, Isselkou Ould Ahmed Zidbi, nouveau. Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Ahmed Salem Ould Béchir, ancien. Ministre de l'éducation nationale, Ba Ousmane, ancien. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sidi Ould Salem, nouveau. Ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies, de l'information et de la communication, Mohamed Lemine Ould Elmami, nouveau. Ministre de la culture et de l'artisanat, Fatma Val Mentissoina, ancienne. Ministre de la jeunesse et des sports, Sawa Houlimata, nouvelle, et le ministère est également nouveau. Ministre des relations avec le Parlement et de la société civile et porte-parole du gouvernement, Izidbi Ould Mohamed Mahmoud, nouveau. Ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Lamina Ment Al-Qatb Ould Mama, ancienne. Ministre de l'Environnement et du Développement rural, du Développement durable, Hamedi Kamara, ancien. Ministre secrétaire général du gouvernement, Awa Tandia, ancienne. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens à l'étranger, Hindou Ment Ainina, ancienne. Voilà donc pour les 27 membres du nouveau gouvernement le premier gouvernement du second mandat présidentiel de M. Mohamed Ould Abdelaziz, le président de la République, qui a été investi, je le rappelle, pour ce second mandat le 2 août dernier. Tout à fait autre chose dans ce journal avec cet atelier de formation destiné à doter les participants de nouvelles connaissances en matière de suivi et d'évaluation. C'est un atelier de formation qui était organisé par le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural, un atelier dont les travaux se sont achevés hier après 5 jours de discussion. Se sont achevés donc hier à Nouakchott. C'est des précisions avec Mohamed Ould Zemzem. L'atelier organisé par le PROLPRAF au profit des responsables chargés du suivi et de l'évaluation des activités des filières soutenues par le projet a permis de développer les connaissances déjà acquises des bénéficiaires dans ce domaine.
Les participants ont discuté au cours de cette formation des sujets relatifs au suivi, à l'évaluation présentée par les différents experts du projet et du FIDA, principal bailleur de fonds du PROLPRAF. Durant ces 5 jours, nous avons été dotés d'assez de techniques, comment assurer notre activité au niveau des différentes activités, au niveau des différentes villages. L'atelier a été dans l'ensemble très important. Nous avons eu beaucoup de choses et nous avons découvert des expériences qui vont nous permettre désormais de résoudre nos différents problèmes qui étaient posés au niveau des GTF. Inch'Allah, au sortir de l'atelier, nous serons en tout cas en mesure de résoudre les problèmes qui nous ont été posés, Inch'Allah. Prenant la parole à cette occasion, le directeur adjoint de la DPCSE a déclaré que l'objectif de cette formation visait à doter les participants de connaissances relatives au suivi et à l'évaluation des actions exécutées dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté par le biais de l'appui aux filières connu sous le nom du PROLPRAF. Voilà, nous sommes toujours dans le cadre de ces projets générateurs de travail, générateurs de revenus, mais aussi de lutte contre la pauvreté, notamment ces projets qui sont financés par la Caisse de dépôt et de développement, particulièrement au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Bokar Baylaba. Depuis sa création en 2011, la Caisse de dépôt et de développement n'a cessé de se mettre au service de porteurs de projets. Ici à Nouadhibou et dans d'autres localités de la wilaya, la Caisse de dépôt et de développement a financé 772 projets depuis 2012. Coût total 1,4 milliard de guillards. Et cela a permis de créer 2600 emplois dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Participer au développement de l'économie nationale et lutter contre le chômage des jeunes diplômés sont au cœur des préoccupations de la Caisse de dépôt et de développement. On peut segmenter les bénéficiaires de ces financements en 3 catégories, grosso modo. La première catégorie, ce sont les activités génératrices de revenus. Le deuxième segment, ce sont les diplômés chômeurs. Troisième segment, ce sont les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. On peut citer à titre d'exemple, on peut donner quelques statistiques sur les financements. Donc c'est la répartition sectorielle de nos financements. Donc on trouve en premier lieu le secteur de la pêche qui a bénéficié de 96 financements pour une enveloppe de 186 millions à peu près. On a aussi les briqueteries, pour 120 briqueteries au niveau de la wilaya Dakhlet Nouadhibou, pour une enveloppe de 129 millions à peu près. Le tourisme, 20 projets à peu près pour 72 millions. L'élevage et l'agriculture, plus de 34 projets pour une enveloppe de 53. La décision d'octroi de financement revient en comité régional de crédit composé des représentants de différents secteurs de la société civile. La jeunesse, ces projets, les projets conçus par cette même jeunesse, et cette jeunesse aussi diplômée, eh bien, ils sont des dizaines à compétir depuis hier ici à Nouakchott dans le cadre de la première édition de Startup Weekend. C'est une organisation internationale, vous le savez, et le lancement de cette compétition, c'est hier ici à Nouakchott. Et notre jeune startup pour l'occasion, c'est Mohamed Adlayab. Ce sont des jeunes Mauritaniens ayant cru dans leurs capacités individuelles. Ils se lancent ici dans un événement qui dure 54 heures continues au cours d'une compétition loyale qui mobilise environ 100 jeunes promoteurs de projets. Organisé pour la première fois en Mauritanie, Startup Weekend, qui a commencé en 2007 aux États-Unis, représente une manifestation entrepreneuriale où les idées innovatrices se croisent magnifiquement. C'est une occasion pour ces jeunes qui sont présents d'exprimer leur créativité, d'exprimer leur génie, parce qu'en Mauritanie, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'idées, qui sont très compétents, mais qui malheureusement n'ont pas l'occasion de s'exprimer. L'État et les entreprises en Mauritanie ne peuvent pas créer des emplois pour tout le monde, comme dans tous les pays du monde d'ailleurs, mais aujourd'hui, il faut donner l'occasion aux jeunes de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat.
Le jeune dont le projet sera gagnant aura un prix de 2 millions d'ouguiya lors d'une cérémonie à laquelle vont assister des hommes d'affaires prêts à appuyer les projets promoteurs. L'équipe gagnante, effectivement, repartira avec un prix de 2 millions grâce à la générosité de nos sponsors. Mais ce n'est pas la seule équipe gagnante. Les autres équipes sont toutes gagnantes. Dans la salle, il y aura des investisseurs mauritaniens, des investisseurs étrangers qui sont là, présents dans cet événement, justement pour détecter des idées, détecter des jeunes qui ont des idées et pour les aider après l'événement. Bien qu'elle soit sa première version en Mauritanie, Startup Weekend présage selon des observateurs l'émergence d'une nouvelle mentalité chez les jeunes diplômés. Une page médicale dans ce journal sera consacrée au paludisme, cette maladie qui sévit, vous le savez, en Mauritanie, particulièrement en cette saison des pluies. Une saison où les moustiques plient, tout comme plient également les eaux stagnantes, autant de facteurs qui favorisent donc l'éclosion de cette maladie. Rabia Deida. Le paludisme est la plus fréquente des infections parasitaires observées dans le monde. La transmission du parasite se fait par la piqûre d'un moustique l'anophèle femelle. En Mauritanie, le paludisme est l'un des problèmes de santé le plus fréquents, dû à la présence de moustiques sur presque tout l'ensemble du territoire. On enregistre des taux importants de malades du paludisme dans 8 wilayas du pays. Cet homme nous confie que pour éviter d'être atteint du paludisme, il faut impérativement dormir durant la période hivernale dans des moustiquaires. Ce fléau qui est présent dans la plupart des régions du pays nous impose la prévention et un suivi strict en cas d'atteinte. On traite le paludisme normalement qu'après confirmation par laboratoire. Nous avons pour cela donc le test malaria qui est disposé par le ministère et qui est donné gratuitement aux malades. On le fait ici au niveau de notre laboratoire. Les femmes enceintes et les jeunes enfants font partie des personnes les plus exposées au paludisme. Dû à leur faible immunité, cette infirmière en chef au centre de santé du Ksar nous dit que les femmes enceintes atteintes du paludisme sont prises en charge dès le premier mois de grossesse. Elles prennent un traitement afin d'éviter les complications durant leur grossesse. Le paludisme entraîne des taux élevés de fausses couches et peut provoquer des décès maternels, d'où l'importance du suivi strict. Elle ajoute que les jeunes enfants sont sujets au paludisme car ils n'ont pas encore développé une immunité les protégeant contre les formes les plus sévères de la maladie. Le paludisme peut causer chez les jeunes enfants une insuffisance rénale. Notons que le ministère de la Santé organise ces jours-ci des opérations de pulvérisation afin d'éliminer les moustiques vecteurs de la maladie du paludisme. Autre danger pour les enfants, mais aussi pour les adultes, ce sont ces câbles électriques qui sont disposés n'importe comment, de manière très chaotique à travers les rues des quartiers de Nouakchott, sans aucune mesure de sécurité. Boubacar Ndiaye. Dans ce quartier de Nouakchott, ces câbles électriques ont fini par envahir les rues. Désormais, ils font partie du décor, un phénomène qui progresse vertigineusement. Extrêmement dangereux, ces câbles électriques provoquent souvent des morts par électrocution. Face à l'ampleur de ce phénomène, les populations s'en remettent à leur vœu d'impuissance. Régulièrement, ces câbles émettent des étincelles, explique cette femme, et lorsque ça arrive, on utilise du sable pour éviter qu'elles ne se propagent. Les fils que vous voyez là causent souvent la mort d'homme, ajoute cet autre. On n'est jamais à l'abri d'une électrocution. C'est extrêmement dangereux pour les populations. Alors, comment en est-on arrivé là? Ce phénomène est dû au fait que certaines populations se situant à l'extrémité du réseau font pression pour être alimentées en électricité. Et dans ces conditions et sous cette pression, la Somelec concède quelquefois à alimenter un revendeur qui, lui, réalimente les populations avoisinantes à sa manière. Mais c'est une solution provisoire qui va être réglée complètement, qui est en train d'être réglée complètement par les extensions de réseaux de distribution d'électricité qui est en cours à Nouakchott et qui a déjà installé quelque chose comme 400 km de réseau BT à Nouakchott. Autre explication, la fraude. Pour avoir de l'électricité, certains habitants n'hésitent pas à tirer directement des câbles, exposant ainsi leur vie, notamment en cette période d'hivernage.
Et pour mettre en garde les populations, la Somelec va entamer de ce samedi une campagne de sensibilisation sur les dangers de ces branchements anarchiques. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec la bande de Gaza. Et aujourd'hui, c'est le 46e jour consécutif de l'agression israélienne et déjà plus de 2081 côté palestinien. Et l'agression s'est poursuivie aujourd'hui par air et par mer. Et tandis que les roquettes palestiniennes se sont abattues sur Tel Aviv et le sud d'Israël, faisant tuer un enfant, le premier enfant israélien tué donc depuis cette agression, contre 478 enfants palestiniens depuis le début de l'agression israélienne. Alors, 46 jours d'agression et la communauté internationale reste impuissante pour trouver une solution diplomatique ou politique à ce conflit. L'actualité, c'est aussi l'Irak, avec la poursuite de la contre-offensive des forces irakiennes et des Peshmerga kurdes contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, dans le nord du pays, une contre-offensive aidée par l'aviation américaine. Et puis l'actualité médicale, c'est bien sûr et toujours l'évolution d'Ebola, cette fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Libéria. 2 nouveaux cas ont été découverts dans le sud-ouest du pays, région jusqu'ici épargnée. C'est une région qui est tout proche de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, en tout cas, par mesure de sécurité, a décidé de fermer ses frontières. Des précisions sur tout cela avec Babacar Ndiaye. Au Libéria, 75 000 personnes ont été mises en quarantaine pour éviter la propagation du virus Ebola. Furieux, les habitants de West Point, dans la capitale libérienne, ont essayé mercredi de mettre fin à leur isolement, mais les soldats ont ouvert le feu. 4 personnes ont été blessées. West Point est toujours quadrillé par les forces de l'ordre. Pendant ce temps, le Sénégal fermait ses frontières avec la Guinée en raison de l'épidémie d'Ebola. Le Libéria et la Sierra Leone sont également concernés par cette mesure. Face à l'ampleur de cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé a exceptionnellement permis l'utilisation de médicaments et de vaccins expérimentaux. Résultat, cela a permis de guérir le docteur Ken Brookley, un missionnaire américain qui a contracté le virus Ebola au Libéria fin juillet. Il avait été rapatrié aux États-Unis pour y être traité. Avec sa guérison, les médecins espèrent ainsi améliorer les chances de survie dans les pays où les patients infectés sont pris en charge. L'actualité africaine, c'est aussi la République centrafricaine avec le nouveau gouvernement dont la composition a été annoncée aujourd'hui, le nouveau gouvernement d'ouverture donc, autour de Mohamed Kamoun, le tout nouveau premier ministre, un gouvernement qui comprend 30 membres, composé de représentants de la société civile, mais aussi des groupes armés. Le reste de l'actualité internationale nous conduit en Malaisie, puis en Ukraine, puis en Turquie, en compagnie d'Abdullah Demaba. Ahmed Davutoglu succède à Recep Tayyip Erdogan. Précédemment ministre des Affaires étrangères, le nouveau Premier ministre turc est un universitaire réputé. Âgé de 55 ans, il est député de sa province natale de Konya depuis 2011. Il a promis de poursuivre le mouvement de restauration initié il y a 12 ans par Recep Tayyip Erdogan. Le convoi envoyé par la Russie pour venir en aide aux populations de l'Est de l'Ukraine a pénétré sur le territoire ukrainien. Une centaine de camions sur les 300 du convoi ont déjà passé le poste frontière pour se diriger vers la zone contrôlée par les séparatistes pro-russes sans être escortés. Plus d'1 mois après le crash du vol MH17 en Ukraine, les 20 premiers corps des victimes malaisiennes sont arrivés à Kuala Lumpur. Une cérémonie officielle suivie d'1 minute de silence à travers toute la Malaisie aurait été prévue. Les 298 occupants du Boeing de la Malaysian Airlines, abattus le 17 juillet, alors qu'ils survolaient l'Est de l'Ukraine, avaient tous péri. 220 cercueils contenant les restes des victimes ont pu être récupérés et envoyés aux Pays-Bas pour identification. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Le nouveau gouvernement donc, du second mandat présidentiel du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, ce nouveau gouvernement vient d'être formé. Sa formation a été annoncée hier soir. Il comprend 27 membres, dont une vingtaine de membres de l'ancien gouvernement et 7 nouveaux. Il comprend également 7 femmes. La clôture de la session de l'atelier de formation organisée par le programme d'élite contre la pauvreté en milieu rural. Travaux clôturés hier à Nouakchott, atelier qui a duré 5 jours. Et puis l'évolution d'Ebola, particulièrement au Libéria, pays apparemment le plus touché, puisque la dernière région qui était épargnée, le sud-ouest, le sud-est du pays, le sud-ouest du pays, on vient de découvrir des cas là-bas d'Ebola. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.